Bonjour à tous, l'équipe de 300 millions de critiques a décidé de ne pas totalement vous quitter cet été en vous proposant de découvrir ou de redécouvrir quelques temps forts de nos débats culturels de la saison. Pour cette nouvelle édition du meilleur de 300 millions de critiques, nous avons choisi quelques instants privilégiés où nos chroniqueurs ont débattu autour de musique très éclectique, du rap à la chanson, en passant par le rail. Nous avons également consacré de nombreux chapitres de l'émission à la littérature, et en particulier à des écrivains rayonnant sur toute la francophonie. Jean Echnoz, Emmanuel Carrère, Tahar Benjeloun, Philippe Djian, Amin Maalouf. Et nous reverrons aussi quelques temps forts du traditionnel Zap Culture. Pour commencer ce numéro, nous vous proposons de mettre en avant l'élégance naturelle qui caractérise son animateur, Guillaume Durand, et ses chroniqueurs. Cette émission est entièrement dédiée aux sapeurs congolais et à tous les francophones de la planète que nous aimons tous, d'où ces chaussures un peu particulières, car il y en a marre de James Bond. Vive James Durand. Bonjour ma chère Estelle. Bonjour Guillaume. Ce petit perfecto travaillé est éminemment francophone, je vous félicite. Je vous en prie. Mathieu Dugal, bonjour Mathieu. Bonjour. Chemise de bûcheron. Oui. Vous êtes classique. Oui, c'est ça. En fait, c'est le costume traditionnel au Canada. Voilà. Donc, je suis habillé en vrai Non, mais Canadien. vous êtes beau, tout va Vous êtes bien. un peu hipster quand même. Estelle Martin de TV5 Monde, ma chère Estelle, bonjour. Vous êtes Bonjour. entre le Mondrian et la blouse roumaine. Vous avez raison, vous êtes un programme à vous tout seul. Ma chère Estelle Martin, bonjour. Bonjour. Une robe mais qui n'est pas de bure. Non. La couleur est magnifique. Du coup, Vous avez au une sorte de Québec, blouson d'astronaute. Là, j'ai l'impression que vous êtes... C'est magnifique, hein? c'est mon côté bummer. Ah, ouais, ouais. Mais bummer chic. Hein? Ah, ben, Ouais, d'un évidemment, chic mais absolu. parce que je viens vous voir. Comment allez-vous? Je vais très Comment bien. va la Belgique intense? Très bien. Magnifique. Ravie Vous êtes d'être. fleuri, vous êtes... C'est le printemps. on dirait un saumon. Un Avec saumon des fleuri. cheveux, bien sûr. Un saumon fleuri blond. Voilà. Voilà. Non, je parle de votre léger Twin Set. En musique aussi, l'équipe de 300 millions de critiques a fait des choix éclectiques cette saison. Il a été notamment question des 50 ans de carrière du Québécois Robert Charlebois, du grand retour de Renaud. Nous avons également évoqué le business du rap et nous avons parlé des 30 ans du rail. Il a été aussi question du nouvel album d'un quinquagénaire très fringant, Cool Chain. Toujours vite on rêve de voir les îles, cherche pas le fond, tout est vide et forme. Bienvenue dans ce monde que l'envie déforme. Oui, là où l'entraide est une idée folle. Welcome dans ce monde que le fric dévore. Welcome, victime de la loi des euros. Toi tu sors d'en dessous, tu souffles. Bah, sache qu'ici on ferme les yeux gros. Traqué du souffle, du souffle. La réussite te regarde de haut. Welcome, la réussite te regarde de haut. Mais tu devras vite t'habituer aux montées de stress vite. Voilà l'album de Cool Chain qui s'appelle Sur le film du rasoir. Vous savez qu'il a fait du rap avec NTM. Vous savez aussi qu'il aurait rêvé d'être joueur de foot professionnel et qu'il a dit récemment dans un entretien que pendant beaucoup d'années, il n'avait plus du tout envisagé de faire de la musique pour des raisons qui sont assez franches de sa part, disait-il, c'est qu'il ne sait ni chanter et qu'il ne connaît rien dans la musique. Donc voilà au moins une franchise qui est remarquable. Alors Mathieu. Ben, en fait, ce qui est intéressant dans son cas, Cool Chain, c'est que moi, j'avais très peur d'écouter cet album-là parce qu'évidemment, NTM, moi, c'était un groupe qui m'a fait aimer le rap en français. Hein. Au début des années 90, il faut dire qu'au Québec, il n'y avait pratiquement rien. C'est des gens qui ont beaucoup inspiré aussi des gens au Québec, NTM, entre autres choses. Et moi, je me disais, ça va sonner daté. Eh bien non, c'est quand même intéressant de voir, c'est quelqu'un qui a réussi à garder un regard très actuel sur le rap. Il a su s'entourer, la production est très contemporaine et ça fait pas daté, même si évidemment il n'y a plus la voix d'un genou. C'est quelqu'un qui sait manifestement rapper. C'est quelqu'un aussi qui montre qu'on peut rapper de manière plus âgé, on peut rapper de manière... J'aime bien quand vous dites on peut rapper d'une manière Oui, plus âgée. oui, parce que- immédiatement, il y a des larmes Non, mais- qui jaillissent de mon corps. Quand on est âgé, c'est râpé. Oui, mais en fait, il l'a dit lui-même qu'il a ralenti le BPM, hein, parce que du temps d'NTM, c'était du 90-100 BPM, et là, il est dans le 65 à peu près, et il aime bien le 65. Et je dirais que contrairement à certains vieux rockers qui vont continuellement se complaire dans le son qui les a fait connaître, on se retrouve avec Cool Chain, avec quelqu'un qui
qui essaie des nouvelles sonorités, qui veut être de son temps, même si il est très authentique et on ne Donc ment vous avez pas. aimé. Oui, j'ai voilà. bien aimé et franchement, on peut rapper à 50 ans sans que ça fasse ringard. On peut rapper à 50 ans en restant pertinent. Lise-Laure. Moi, je voulais dire que quand j'ai un peu écouté l'album, pour moi, c'est un peu comme disait tout à l'heure Mathieu, c'est-à-dire que c'est plus un rap où on parle très fort avec des mots un peu violents. On sent que l'âge aussi a fait son temps et ça me rappelle un peu des parcours de rappeurs africains aujourd'hui, par exemple, qui sont passés de cette dénonciation à une cause totalement militante, comme Soumoké, par exemple, au Burkina Faso. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va rapper pour dénoncer l'excision, qui va rapper pour accompagner la révolution qui se passe actuellement au Burkina Faso. Donc, on a un peu changé. Et je pense aussi également à Passy, qui disait qu'aujourd'hui, nous, les rappeurs, on revendique la double culture. Moi, je suis franco-congolais, il disait. Et dans un livre, il disait, je me suis senti un peu piégé par la banlieue et j'ai envie, il disait dans un livre, d'être ailleurs, de raconter autre chose et surtout de faire que le rap français soit reconnu comme un art à part entière. Voilà, avant que Yves, qui est notre grand spécialiste de la musique, justement, nous parle de Charlebois, est-ce que la perception de Charlebois en Belgique est forte, Ah oui, alors... éloignée? Non, il a fait beaucoup de concerts. Enfin, moi, je suis une grande fan. Autant vous êtes un grand fan de cinéma flamand. Moi, je suis une grande fan de Charlebois et de la musique québécoise et sa version, effectivement, rock. Il a fait plusieurs concerts en Belgique. Et moi, toute mon enfance, je connais tous ses albums par cœur et même des chansons que je connais. Voilà. Alors, il y a une période, vous l'avez dit tout à l'heure, il a des périodes très différentes. Et notamment, il a une période psychédélique que moi, je ne connaissais pas du tout. Je vous conseille d'aller voir sur YouTube un petit clip complètement expérimental, 1969, de Tous tes quartiers, dont est inspiré apparemment le prochain spectacle. Je ne sais pas si vous avez plus d'informations, parce que ce spectacle du Cirque du Soleil, ça a l'air d'être quelque chose de très original. Quartiers. Voilà, Tous tes quartiers. À voir, à mon avis. Et les réservations sont importantes, 40%, ça dure jusqu'au Oui. mois d'août. Alors, il appartient à une génération, puisqu'on parlait de Souchon tout à l'heure, c'est ceux qui ont à peu près aux alentours de 70 ans, génération française, mais aussi génération canadienne, puisque vous avez là-dedans des gens comme Neil Young, qui sont passés justement du folk à l'électricité. Et est-ce que c'est ce qui explique, Yves, qu'au fond, comment peut-on dire, elle reste emblématique, cette génération? C'est la génération indestructible des années 60. C'est pas compliqué, une génération magique. Sans doute parce qu'au sortir de la guerre, il y avait eu un surinvestissement dans tous nos pays sur l'éducation. Et donc on est arrivé avec une génération de gens qui étaient suréduqués, surculturés, puis surtout qui se sont trouvés dans une période d'euphorie économique qui leur permettait toutes les expériences, puisqu'on pouvait malgré tout retomber plus ou moins sur ses pieds, même si on marchait de travers, parce qu'on n'avait plus trop la tête où il fallait. Après, Et pourquoi le phénomène Charlebois ne s'est pas éteint? Parce que c'est ça. Robert Charlebois, pour moi, dans l'histoire de la musique ou de la chanson francophone, c'est à la fois un prophète et un mystère. Un prophète, vous l'avez dit, Mathieu, principalement parce qu'il a été quelqu'un dont la parole était écoutée. On lui demandait presque, comme à Bob Dylan, la solution des mystères de la vie, ou qu'est-ce qu'il fallait faire avec la souveraineté, avec l'indépendance, avec le français, etc. Il est allé s'investir en Californie, à l'époque des hippies, du Brotherhood of Men, etc. D'où son amitié avec Frank Zappa, notamment. Et il a été cette icône qui a participé, c'est la seule rockstar francophone qui a participé au Festival Express, ce festival ferroviaire qui réunissait Janis Joplin, le band, le Grateful Dead, etc. et Robert Charlebois, donc ce qui montre bien qu'il était adopté par une génération. Cette communiquée de la génération de Woodstock, comme on la nomme, et puis qui effectivement a enregistré un certain nombre d'albums extrêmement spectaculaires. Ce que tout le monde connaît, c'est Lindbergh. Mais il y en a eu des très bons après. Mais on voilà, passe à longue distance. Il y a 4 ou 5 albums absolument remarquables de cette période. Après, c'est un mystère, parce que je dirais un peu de la même manière que Antoine en France, et de manière spectaculaire, à un moment,
Robert arrête d'être ce phénomène justement culturel, et puis avec sa coiffure comme ça afro-américaine, hein, entre Dylan et Hendrix, etc. Et il se range pour devenir, d'une certaine façon, un chanteur de chansons françaises un peu bourgeoises ou traditionnelles, etc. Des ballades. Voilà, Ouais. où il change de vie. Alors des très belles chansons, hein, Je reviendrai à Montréal, qui là aussi est une chanson de ciel. Hein. Ouais. Donc il a un Très jolie tropisme chanson. quelque part. Mais on voit aussi qu'il y a une rupture à un moment dans sa carrière et où il devient un chanteur artiste de entre variété, guillemets, pour simplifier. Voilà, normal. Toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. Il est pas né ou mal barré, l'idiot qui voudrait le remplacer. Je dois tout le temps faire gaffe, derrière chaque buisson, à tous ces photographes qui vous prennent pour des cons. Ceux-là m'ont enterré, un peu prématuré. Dites à ces enfoirés, je continue de chanter. Les chroniques de Renaud sont parues dans Charlie Hebdo, les voici, donc celles qu'il a publiées, puisque l'album sort donc depuis le début du mois d'avril, je vous le montre. Et les textes de Renaud. Ma chère Pascal, bonjour. Bonjour, mon cher Guillaume. Comment allez-vous? Je vais très Comment bien. va la Belgique intense? Très bien. Magnifique. Ravi Vous êtes d'être. fleuri, vous êtes, C'est le printemps. on dirait un saumon. Un Avec saumon des fleuri. cheveux, bien sûr. Un saumon fleuri blond. Voilà. Voilà. Non, je parle de votre léger Twin 7. D'accord. Comment avez-vous trouvé cet album de Renaud? Eh bien, Question. très réussi, mon cher Guillaume. Je trouve que l'album est très réussi. On retrouve le Renaud des origines, avec la maturité en plus. On retrouve les thèmes dans lesquels il excelle, hein, c'est-à-dire à la fois la politique et l'intime. À mon avis, les deux chansons les plus réussies dans le registre politique, c'est évidemment J'ai embrassé un flic. C'est drôle. Qui eût imaginé, il y a 30 ans, que Renaud allait embrasser un flic? Il le raconte Alors très que bien. dans Hexagone, notamment, il pensait plutôt qu'il voulait les tuer. Hein. Voilà, Ben, dans la exactement. balade de Willy Brouillard, c'était ça aussi. Oui, oui, Il a fait c'est du drôle. chemin là, depuis 94. Mais Oui, c'est le monde aussi... a changé aussi. Oui, c'est Ouais, ça. ouais, C'est pas tellement Renaud, c'est surtout l'époque qui a changé. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu depuis les attentats, etc., et on a un rapport aux policiers qui est complètement différent. Et Renaud n'échappe pas à ce changement et donc l'assume complètement. Michel, l'homme du jazz, du Festival de Montreux. À l'écoute de l'album, je me disais, voilà, Renaud est de retour, c'est du Renaud tel qu'on le connaît, mais finalement, j'écoute ça d'une oreille relativement distraite. Pourquoi ? Indépendamment de ce que je pouvais dire par rapport aux mélodies. Il y a le côté, peut-être, alors c'est une analyse mienne, purement. Renaud a eu ses succès dans les années 70, 80, essentiellement les gros succès, c'était là. C'était à ce moment-là que ça s'est passé. En même temps, au niveau... Ses plus grosses ventes, c'est dans les années 2000, hein, quand même. Oui, mais ses plus gros succès, Mistral gagnant... Manhattan, Kaboul. Oui, Manhattan, c'est ça. Kaboul, c'est pas un petit succès. Effectivement, avec Axel Red, effectivement. Mais les siens, Manu, tout ça, c'est les années 70, c'est début des années bien 80. sûr, Mais voilà. Donc son archétype Oui. est de ces années-là. C'est ça. Et effectivement, au niveau sociologique, alors on va dire, ou historique, dans ces années-là, on arrivait à la fin des 30 Glorieuses, où tout était possible, où on allait toujours vers le mieux. Et on avait quelqu'un comme Renaud qui débarquait avec son analyse sociologique, avec ses coups de gueule, avec ses révoltes. Mais on avait l'impression à ce moment-là que ça faisait partie d'un parcours historique qui allait dans la continuité. C'est-à-dire qu'on allait vers le mieux. Ce qui chantait, ce qui dénonçait, allait permettre un continu changement de société. Or, aujourd'hui, on se retrouve 30, 40 ans plus tard, avec le même constat, avec les mêmes paroles, avec le même coup de gueule, mais on se rend bien compte que on ne va pas vers le mieux, bien au contraire. En ce moment, la société, on ne peut pas dire qu'elle est beaucoup mieux que dans les années 70-80. Donc il y a un côté comme ça, quand on l'écoute, qui nous renvoie à un échec sociétal général qui rend l'écoute de Renaud, en tout cas pour moi, quelque chose comme de l'ordre d'une peinture dans un musée qui est plus tout à fait en accord avec le temps, alors qui est touchant, qui est émouvant certes, mais qui nous renvoie à notre propre échec et qui rend cette écoute, C'est en une tout cas jolie pour moi, idée, l'idée qu'il encore- soit le musée de lui-même. encore en plus fait. difficile. Oui, oui, oui. Oyez, oyez, habitants de Bagdad, Aladdin arrive, vous n'êtes pas de taille. Bandez les yeux à vos phares, elles vont tomber sous le char. Prétendant, si tu l'aimes, je te conseille de baisser les armes. Oyez, oyez, habitants de Bagdad, Aladdin arrive, vous n'êtes pas de taille. Bandez les yeux à vos femmes, elles vont tomber sous le char. Prétendant, si tu l'aimes, je te conseille de baisser les armes. Oh, il vient de loin, ne cherchez pas à savoir d'où. Son cœur est libre et il veut chalier à la douce. Il est riche, beau gosse et j'en passe. Impossible de faire semblant de rien voir quand la légende passe. Première question, donc, est-ce qu'il existe un business du rap? Et deuxièmement, est-ce que finalement ce business n'est pas une sorte de lobby qui s'organise comme il y a un business des variétés,
un business du cinéma, etc., etc., etc. Yves. Mais alors ça va très au-delà, hein, parce que Dawala, c'est l'exemple type et le plus réussi justement de l'entrepreneur du rap à la manière des Américains, hein, Kanye West, Jay-Z, etc. Et il est très intéressant en plus pour nous, en l'occurrence dans l'univers francophone de TV5 Monde, parce que voilà un jeune franco-malien, il est né à Paris, mais il est reparti avec sa famille, habité à 300 km de Bamako. Il n'est revenu à Paris qu'à 11 ans. Il dit d'ailleurs de manière très amusante, quand je suis revenu à Paris, moi et mes frères, on se cachait entre les voitures. Mais pourquoi vous cachiez-vous? C'est parce qu'il n'y avait que des blancs partout, donc on avait peur. Et d'ailleurs, il les appelle les gens de couleur. Ouais, quand il parle des blancs, il dit les gens de couleur, ce qui est assez drôle. Et ce gars-là a su effectivement s'inspirer du modèle américain de l'entrepreneur pour faire vraiment de Watibé, mais quasi une multinationale presque familiale, donc à partir de son écurie, hein, donc du management. Il faut savoir, c'est un éducateur au début. Hein. Lui, il était éducateur, il entraînait des équipes de foot et il se considère comme un coach. Et donc, il a monté son label. Alors, il a son label, il a ses éditions, et puis après, il a tout développé. Il manage des sportifs, il est sponsor du Stade Malherbe de Caen qui joue en Ligue 1 de football, de Montpellier Hérault en Ligue 1 de football, de l'équipe de basket de Nanterre hein, qui joue en Coupe d'Europe. Et par ailleurs, il a lancé une société de production de cinéma, de production de télévision, évidemment, comme tous les rappeurs, du sportswear, etc. Et c'est un formidable exemple hein, d'un gamin Paul comme ça, qui, à travers donc, le succès de Section d'Assaut, et puis de Maître Gims, et puis aussi de Black M, et puis de toute l'écurie qu'il a derrière, d'avoir réussi à monter comme ça ce petit empire qui est un véritable modèle, qui est associé à Sony Music, qui a pris 30% des titres de sa société Watibé dans le domaine de la musique. Et maintenant, il a son étage hein, chez Sony Music à Paris. Et c'est un entrepreneur. Oui, il crée même des mousseux. Oui, absolument. Il se lance sans alcool. Dans la boisson festive sans alcool. Alors, on est en plein dans le modèle américain, parce que vous parliez de Jay-Z, Carter, etc. Bien sûr. Mais exactement. Ce qui est amusant aussi, c'est que c'est une bande de copains. Alors, c'est peut-être le côté un petit peu rêve, parce qu'ils sont connus dans le 19e. Le dernier né de cette écurie, c'est Ash Magnum. Il a intitulé son album, qui vient tout juste de sortir, son album, c'est Gotham City. Alors, rien à voir avec Batman. En fait, Gotham City, c'est le petit nom de Yopougon, qui est un quartier très populaire d'Abidjan. Et donc, ça dit aussi quelque chose de notre société. Il se revendique en tant que Français, mais originaire de Côte d'Ivoire. Et vous imaginez que sur un de ses titres phares, qui est-il? Mais Maître Gims, parce que Maître Gims est un grand pote de Ash Magnum. Et en fait, ils le disent eux-mêmes vraiment que ce sont d'abord des amis. Et après, alors, il y a cette logique de businessman qui est très active. Je ne sais pas si vous avez remarqué, alors, c'est surtout pour les Français et les Parisiens, mais il y a une campagne très active d'affichage pour un concours musical qui est lancé par Watibé, qui s'est associé avec une chaîne pour trouver le futur chanteur ou la future chanteuse. Donc on sent qu'ils sont très actifs auprès d'une certaine partie de peut-être ceux qui écoutent du hip-hop, enfin du rap en l'occurrence. Et Ash Magnum le raconte très bien, comme le raconte Maître Gims et autres. Voilà, l'extrait que vous venez de voir concerne Rachita acoustique et évidemment nous allons parler du rail. Olivier, notre ambassadeur. Non mais c'est une vraie question. Quand j'ai vu dans les sujets que vous nous proposiez qu'il fallait parler du rail, j'avais totalement oublié que ça existait en fait. Et pourtant, ça m'avait beaucoup marqué, notamment parce qu'en 2002, nous avions organisé à l'époque l'année d'Algérie et que c'était en pleine passion pour cette musique-là. 2002, c'était le moment où tous ces noms que vous avez cités apparaissaient au grand public et où tout d'un coup, cette musique extrêmement joyeuse nous faisait croire qu'en France, ici, dans ce petit territoire, tout le monde aimait, dans le fond, les Algériens, qu'on s'aimait. Et puis, dans le fond, d'une discussion que j'ai eue la semaine dernière avec Benjamin Stora, qui est né à Oran, comme la plupart d'entre eux, historien,
m'est apparue une chose, en tout cas de ce que dit Benjamin, c'est que, dans le fond, il y avait probablement dans cette passion que les Français ont eue pour cette musique, un moment un peu magique, on croyait à cette intégration, cette musique nous paraissait la nôtre. Et puis, dans le fond, cette société, hélas, on l'a vu. Jean-Jacques Goldman, fabricant de tubes pour tout le monde, s'en est quand même mêlé aussi. Hein. Ouais, oui, c'est ça. Qu'il a quand même poussé ça vers le succès populaire considérable. Et le grand concert... Laissez terminer, j'ai pas terminé ma démonstration. Autrement, je vais apparaître comme un épouvantable antiféministe, ce serait désagréable. Et que, dans le fond, ça témoigne, cette absence du rail aujourd'hui, hein, malgré le concert, cette absence du rail, je crois, y compris dans le box-office, hein, j'imagine, explique en partie cette société française qui est en panne, qui est fermée, qui n'a pas tellement envie d'entendre des musiques du monde arabe. Et puis, c'est vrai qu'il y a eu des aventures un peu tristounettes. On a vu que c'était quand même, tout ça a été assez programmé politiquement. Ce pauvre Faudel qui est mort avec Sarkozy. Donc, il faut peut-être qu'il écrive un livre, son mea culpa, pour revenir sur la scène. Enfin, c'est un monde mort. J'imagine qu'à Oran et en Algérie, c'est très vivant. Mais j'ai hâte d'écouter ces 30 ans. Là. Michel. Alors moi, j'avais une vingtaine d'années au milieu des années 80 quand le rail explosait. C'était aussi les post-années 70, post-hippie, le monde s'ouvre, la multiculturalité, le mur de Berlin qui tombe, l'apartheid qui tombe, on est tous frères. Enfin, il y avait un espoir, il y avait un élan comme ça qui existait dans ces années 80. Le rail est arrivé et il s'inscrivait pleinement là-dedans, dans cette société de tolérance. Et puis alors après, ce qui s'est passé, je ne sais pas, ça c'est l'interprétation personnelle, mais alors après, il y a eu les dérives du capitalisme, du néolibéralisme, une globalisation forcenée qui fait que finalement, il y a des replis identitaires, il y a eu Wall Street, il y a eu les guerres pour le pétrole, il y a eu de ces grands élans d'ouverture qui existaient dans les années 80, on se retrouve aujourd'hui en 2015-2016 avec un véritable repli identitaire à l'échelle planétaire. Et c'est d'une certaine manière aussi ce qu'a connu le rap, malheureusement, le rail, pardon, malheureusement, qui était bien une musique qui s'inscrivait pleinement dans ce qu'étaient les années 80 et qu'aujourd'hui on ne retrouve pas ou plus, si ce n'est mélangé à du reggae ou mélangé à du R&B. Maintenant, c'est comme ça que ça existe, mais qui a perdu, qui s'est dilué, qui est devenu autre chose, comme la société aussi est devenue autrement. Et je ne suis pas sûr que 30 ans plus tard, la société qu'on connaît aujourd'hui soit meilleure. Je ne sais pas si elle est pire, mais en tout cas, elle n'est pas meilleure que celle qu'on connaissait dans les années 80. Le plateau de 300 millions de critiques a été cette saison encore le théâtre d'échanges culturels intenses et le lieu de découverte d'expressions pas toujours communes. Moi, j'ai regardé les 6 épisodes, j'ai fait là, de l'écoute en rafale. Et la manière dont le... binge-watching. Du binge-watching, mais en fait... c'est très TV5. Et la manière dont le dessin évolue selon les époques... en immersion. Non, il y a un autre mot pour ce visionnage en rafale. Ouais, donc, j'ai regardé les 6 épisodes. Tu t'es tapé les 6 fois 52 minutes. Voilà. Il y a des séries télévisées suisses, mais là, on ne peut pas régater. Je pense que ce qui fait le succès de 10%, c'est effectivement le fond. On est dans quelque chose qui est encore assez... on appelle ça la chick lit. C'est très de la culture populaire. Littérature de filles. La littérature de filles. Mais c'est un média... C'est un média, pardon? De Goezès. Je vais quand même mettre du beurre sur mes rôtis. Et donc, l'histoire du rap, c'est aussi... Les rôtis, en français de France, c'est les toasts. Les toasts, les tartines. Traduction. Ça commence à faire pas mal de traduction. Écoutez, moi, je suis un gros fan d'un groupe canadien qui s'appelle Timber Timbre. Si vous ne connaissez pas ça, oui, bien sûr. Garochez-vous sur les albums de Timber Timbre. C'est vraiment beau. On se précipite, c'est ça? Garochez-vous. On se garoche. C'est ça. C'est pas quelqu'un qui va tenir un grand discours sur l'art, c'est quelqu'un qui va vraiment, littéralement, on dit au Québec, triper sur l'art et qui va nous y faire participer. Il était proche de Lully. Lully qui n'était pas très aimé. Hein. On sait que c'était quelqu'un d'assez bouillant. Il était comment, Lully? Bouillant. Assez bouillant. Assez bouillant. Ben, c'est le charme des émissions francophones en français. C'est la seule émission mondiale où on dit que Lully est bouillant. J'aurais pas employé d'autres. Non, mais vous avez raison, restez digne. L'émission vient que de démarrer. C'est ma version polie de Lully. Il était bouillant. J'ai appris, comme on disait, gonfler les pneus d'une voiture en québécois. Enfler et tire de son char, c'est vrai ça? Non, c'est pas du tout... C'est vrai que c'est des femmes. Non. Vous êtes en retard sur vos expressions. Vous connaissez l'expression... Est-ce qu'il y a un équivalent français de « il ne ferme pas étanche » en parlant de quelqu'un? Non, nous, on dit on n'est pas étanche, ça veut dire qu'on est très fatigué, qu'on ne comprend plus rien. Bon, nous, on a l'équivalent de... En fait, il y a une expression qui dit de quelqu'un « il ne ferme pas étanche », ça veut dire que
il n'est pas trop brillant. Ça coule un peu. Ouais. Et donc, au Québec... Je vais m'en servir. Et au Québec, on dit « il farme pas étanche ». Il farme pas étanche. Il farme pas étanche, mais vous fermez étanche. Flagornerie, flagornerie, flagornerie. Comment on dit flagornerie en québécois? Têteux. Têteux. 300 millions de critiques, le meilleur de la suite. Et nous nous sommes intéressés cette saison encore à la littérature et en particulier à des écrivains rayonnant sur toute la francophonie, comme Emmanuel Carrère, journaliste et écrivain qui a séduit toute l'équipe, comme Tahar Benjeloun, écrivain du plaisir, Philippe Dion qui a sorti un nouveau livre très rock, et l'académicien Amin Malouf qui a divisé, contrairement à Jean Echnoz qui a fait l'unanimité. C'est ici, au cœur de Paris, dans un immeuble haussmannien du 9e arrondissement, que vit Jean Echnoz, l'auteur de Cherokee, prix Médicis en 1983, et de Je m'en vais, prix Goncourt en 1999. Dans cet appartement, il a écrit ses 3 derniers livres. Je travaille pas beaucoup sur des grandes feuilles de papier, en fait, c'est des petits... J'ai plein de petits blocs, là, que je trouve dans des hôtels. Une phrase, c'est un peu une équation, il faut que ça délivre du sens, il faut que ça sonne, il faut qu'elle vive, en fait, il faut que chaque phrase soit traversée d'une espèce d'énergie, qu'elle soit vivante. Très brièvement, donc envoyé spécial de Jean Echnoz, c'est l'histoire d'une jeune femme qui a une trentaine d'années, qui est très jolie, plutôt oisive, et qui est enlevée par des mystérieux kidnappeurs, donc du côté du cimetière de Passy, place du Trocadéro, et qui va se retrouver dans une maison que connaît bien Jean Echnoz dans la Creuse. Emmanuel, vous êtes le dernier arrivé, mais le premier à parler. Alors, il y a le roman et Echnoz. Qu'est-ce qu'on peut dire des deux? Posons le contexte tout d'abord. On a Jean Echnoz, 17 romans, avec, vous l'avez dit, effectivement, le prix Goncourt, Je m'en vais, avec le prix Médicis, Cherokee. On a beaucoup de mal, finalement, quand un Jean Echnoz sort, à le critiquer, parce que Jean Echnoz, c'est un auteur généreux, c'est un auteur intègre, c'est un auteur qui revendique et qui assume tout ce qu'il fait. Là, on se retrouve, effectivement, avec un roman un petit peu particulier, vous l'avez dit, une sorte de fantaisie, un polar un peu fantasque. On retrouve, finalement, ce qu'il avait fait avec Cherokee, et ça peut perturber, ça peut diviser le public. Il y a un gros succès en librairie. Il faut savoir que le Echnoz est environ dans les 3 premiers, on va dire, dans les classements. Et malheureusement, aujourd'hui, se pose la question de savoir si c'est un bon Jean Echnoz. Est-ce qu'on peut commencer la lecture de Jean Echnoz par celui-ci? C'est un peu le débat, ça, aujourd'hui. Question, vous l'avez aimé, on va faire un petit tour avant de... Chacun donna son appréciation. Alors, moi, je vous remercie d'avoir trouvé ce sujet, parce que Jean Echnoz, je le connaissais de nom, je n'avais jamais rien lu de lui, et je n'ai lu que ce livre. Donc c'est intéressant, parce qu'entre-temps, alors peut-être que je commence à ouvrir des portes, il semblerait que ce ne soit pas le bouquin le plus représentatif d'Echnoz. Moi, c'est le seul que j'ai lu. J'ai beaucoup ri, j'ai beaucoup aimé. J'ai un auteur espagnol que j'adore par-dessus tout, qui s'appelle Eduardo Mendoza, qui a écrit des choses redoutables comme Le mystère de la crypte ensorcelée, Le labyrinthe aux olives et autres. Du côté de chez Gerb, sa nouvelle de Gerb. Son nouvelle de Gerb. Voilà, c'est picaré, c'est bigarré, c'est drôle, c'est loufoque, c'est burlesque. Enfin, c'est vraiment un auteur que je vous recommande. Et après 3 pages d'Echnoz, je me suis dit, mais c'est incroyable, je ne savais pas que dans la littérature française, quelqu'un était capable de ce 2e degré, de cette loufoquerie, de ce burlesque. Et vraiment, ce bouquin d'Echnoz m'a beaucoup plu. Mais entre-temps, j'ai cru comprendre que ce n'était pas forcément le bouquin le plus représentatif, on va dire, du style Echnoz. On en discutera certainement un peu plus avant. Yves. On dirait presque, alors pour vous dire que, et encore une fois, c'est vrai que ce n'est pas du Echnoz typique, mais ça n'existe pas justement, le Echnoz typique, et c'est ça qui est aussi intéressant et passionnant, mais ça serait presque pour les gens du rock du chalumeau light. C'est-à-dire, c'est le même postmodernisme, mais qui reste maîtrisé par quelqu'un qui est un véritable écrivain classique, parce que le grand avantage, par ailleurs, et qui maîtrise tous les genres. Très atypique justement. Dans celui-là, enfin, c'est pas celui-là. Il a écrit par exemple un livre magnifique sur la guerre de 14 qui s'appelle 14, mais qui faisait, je sais pas, si ma mémoire bonne, 120 pages. C'est-à-dire qu'Echnoz, son principe, c'est de complexifier un maximum les choses, mais en même temps de les épurer tout en donnant, c'est ça qui est incroyable, c'est de mon point de vue avant les autres, tout en donnant comment peut-on dire, une immensité de détails sur un compositeur ringard et les instruments qui sont à l'intérieur, sur cette ferme de la Creuse. Je vais vous raconter une petite anecdote vraie. En 99, il a eu le prix Goncourt Echnoz, donc, et le matin, je reçois le livre, parce que je ne l'avais pas lu, pour le recevoir le soir à la radio. Et je lis le livre et je vois que ça commence à se passer boulevard Exelmans. Bon,
très bien, j'habitais boulevard Exelmans. Puis après, ça se passait dans une impasse du boulevard Exelmans. J'habitais dans cette impasse du boulevard Exelmans. Puis après, ça se passait dans une maison de l'impasse du boulevard Exelmans. J'habitais dans la maison de l'impasse du boulevard Exelmans. Et après, ça se passait où? Dans mon appartement. Je ne l'avais jamais vu de ma vie, si vous voulez. Et le livre s'appelait « Je m'en vais ». Je me dis, mais Jean, jette l'amant de ma femme. Et en fait, pas du tout. C'est-à-dire que... Oui, ça, c'est ce qui vous a fait Non, mais c'est ça. Ou elle, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'à cause de cette anecdote, j'ai compris quelle était la méthode. Il se trouve que j'avais quitté cet appartement, je ne sais pas, quelques mois avant. Il était rentré dans cet appartement chez lui. Et tout ce qu'il avait vu était le constitutif, justement, de cette ambiance absolument incroyable. C'est-à-dire qu'il y avait ma bibliothèque, mon piano, les livres dans l'ordre, presque et la ferme dans la Creuse. Enfin, il y a ce côté méticuleux dans une forme ramassée et bizarre, parce qu'il décrit aussi bien des appartements qu'il parle de musiciens. Boscag est un musicien et un guitariste. Tout se mélange, ça ressemble au cinéma, puis tout d'un coup, on ne sait pas si c'est sérieux ou si c'est pas sérieux. Et tout ça est fait avec une telle minutie, c'est ce qu'il appelle la machine à fiction. Je pense que le journalisme est une variété de la littérature, comme le roman, l'essai philosophique, le sonnet, la tragédie. Enfin, c'est une forme littéraire, absolument. J'aime pas du tout l'opposition entre la littérature qui serait quelque chose de noble et d'intemporel et le journalisme qui serait une chose engoncée dans une espèce de cambouis mercenaire. Alors, je vais donner des extraits, je vais essayer de, pour une fois, faire moi le résumé de ce livre de Carrère. Donc, le papier, ou plutôt la partie de ce livre dont on parle le plus, c'est comment il raconte une interview de Catherine Deneuve qu'il a totalement ratée, donc c'est récit d'un entretien raté. Vous avez aussi un reportage qu'il fait avec son épouse, avec un personnage savoureux qui s'appelle Félix Macquart, dans les coulisses du sommet de Davos où se retrouvent tous les puissants du monde. Il y a encore beaucoup de Russie, car vous savez que la Russie est très célèbre chez Carrère. Et puis il y a, par exemple, un chapitre que moi j'ai beaucoup aimé, qui consiste à se dire, tiens, tout le monde relit Balzac, je vais relire Balzac, je consacre 2 mois de ma vie à relire Balzac, je relis Balzac, je trouve ça absolument formidable, Lisant la vallée extraordinaire, Les illusions perdues, absolument fantastique, La cousine bête. Fantastique, et puis au bout de 2 mois, il dit finalement Balzac, ça n'a aucun intérêt. Et je trouve que là-dedans, on retrouve tout le charme de Carrère, c'est que c'est toujours inattendu. Mais au départ, le principe de base, c'est quand même, souvent, il y a dans sa carrière cette envie d'être lui et d'être un autre. C'est-à-dire de tracer à travers son identité d'écrivain, justement, sa présence et puis l'autre, qui est là. En fait, il a dit quelque chose de très beau. Il a dit beaucoup de choses. Il a écrit beaucoup de belles choses, mais il a dit cette chose-là. Il dit « Nous sommes intellectuellement assignés à résidence ». Et j'ai un peu l'impression que son travail de journaliste a été de se battre contre, justement, ces assignations à résidence-là qui font qu'on vient toujours à lire les mêmes trucs, s'intéresser aux mêmes personnes. Et c'est quelqu'un qui va aller beaucoup se mettre en danger en s'intéressant à des gens qu'on ne veut pas fréquenter. Bon, l'adversaire, évidemment, c'est un très bon exemple. Limonov, c'est un autre très, très bel exemple, parce que Limonov, ça a commencé... C'est l'écrivain russe sulfureux, qui est une sorte de punk russe, en même temps grand écrivain. Ce qui est intéressant, c'est qu'il met en scène, il est très honnête, il le dit lui-même, moi, je ne crois pas à l'objectivité journalistique, moi, je crois à une subjectivité assumée. Donc, il se met en scène, tant dans ses romans que dans ses articles. Et en ce sens-là, il aimait beaucoup Truman Capote dans De sang-froid, et il dit que c'est un excellent roman, mais dans De sang-froid, c'est tout ce contre quoi il se bat, c'est-à-dire que le narrateur s'efface, il raconte une histoire, mais en même temps, il est très content que ceux dont il raconte l'histoire, donc ces cutéreux-là qui font un meurtre, ben dans le fond, ça finit mal. Et lui, il s'arrange tout au long pour que ça finisse mal sans se mettre comme narrateur dans l'histoire. Et il dit, moi, je ne veux pas pratiquer ce type de récit-là. Je veux que le récit soit assumé et que le jeu soit vraiment assumé. Il lui est arrivé, par exemple, d'aller passer des mois et des mois dans des contrées totalement reculées de la Russie d'aujourd'hui et d'en tirer des livres prodigieux. Ce qu'il faut bien dire, Olivier, on enchaîne, mais bien évidemment, vous restez avec nous, c'est qu'aujourd'hui, il y a une grande marque qui s'appelle l'autofiction. On raconte sa vie. Il faut faire une différence entre Carrère et l'autofiction. Carrère, ce n'est pas Angot. Il ne raconte pas sa vie. Il rentre dans la vie des autres, comme il va justement à ce sommet de Davos, pour savoir au fond quelles sont les coulisses, mais c'est très littéraire, de ce genre de grande messe mondialisée. Alors, ça, c'est la deuxième partie de son œuvre, si j'ose dire. C'est vraiment, il s'attache à des vies où sa vie est impliquée.
Mais ce qui est très intéressant pour Carrère, et notamment pour un romancier, pour un écrivain, c'est celui de sa génération qui m'intéresse le plus. Moi, j'ai une grande passion pour les livres qu'il a écrits. Je crois qu'il a plutôt commencé il a peut-être fait du fait divers, mais il a évidemment aussi commencé par Positif et des chroniques de cinéma. Donc Absolument. il a un rapport au récit. Il a réalisé des films d'ailleurs. Et il a réalisé des films, dont certains adaptés de ses propres romans. Il est par ailleurs scénariste de beaucoup de films ou de téléfilms. Il a eu une période, disons... Et il est le fils de Madame Carrère d'Encausse, donc... Voilà, mais si vous voulez sa biographie, il n'a pas eu toutes les récompenses. Il n'a jamais eu le prix Goncourt. Il aurait dû l'avoir en 2014 pour le Royaume, il ne l'a pas eu. Néanmoins, ce qui est passionnant dans cette œuvre, c'est qu'elle est en deux parties. Il y a une première partie romanesque, relativement, la moustache, bravoure, et où il y a du roman. Et puis, il me semble que, je ne sais pas comment c'est né chez lui, mais qu'il y a tout d'un coup une intrusion plus forte du réel, d'implication. Vous l'avez dit, d'ailleurs, il en parle dans son livre, dans un livre de chroniques qu'on retrouve. Et là, il s'attaque en effet à ces sujets qui sont des sujets éminemment littéraire et romanesque, c'est-à-dire des personnages pas sympathiques. Et dans le fond, c'est assez peu le cas dans la littérature d'aujourd'hui, à part l'autofiction, parce que s'intéresser à soi-même, c'est déjà pas très sympathique. Mais lui, il n'est pas du tout dans ce registre-là. Et il fait une œuvre dont il parle avec simplicité et, pardon de dire, il est extrêmement sympathique, pas vaniteux, très simple. Il fabrique, il fait de la matière, il sculpte ses livres, il les façonne, il les monte, et voilà. Et il fait une œuvre tout à fait évidente. Et par chance, ça n'est pas un intellectuel, et ça n'est pas non plus un intellectuel, vous savez, ces intellectuels qui sont à la télévision, c'est juste un écrivain. Quand nous aussi, les Marocains, nous avons des problèmes racistes, sauf qu'on n'en parle pas. En France, on parle beaucoup du racisme, alors que chez nous, on n'en parle pas. Mais il y a tellement de mots pour insulter ou pour désigner un noir qui n'a rien fait. C'est-à-dire que c'est déjà l'esclave, le kahlouche, le nègre, etc., en arabe dialectal, et c'est très violent. Et j'ai voulu dénoncer ça à travers cette histoire, parce que la couleur de la peau de Hassan, le jumeau noir, va être son destin. Commençons par le thème, par l'histoire. Slimane, vous allez nous raconter l'histoire de ce mariage de plaisir, et après nous parlerons de la carrière donc longue de Tahar Benjelloun comme romancier donc, qui vit en grande partie de l'année donc en France. Alors, mariage de plaisir ou mariage de jouissance. Car dans l'islam, dans les textes de l'islam et pour les croyants qui les pratiquent, il y a une clause juridique faite pour les voyageurs et qui leur permet d'avoir une maîtresse en toute légalité islamique, à condition qu'ils l'épousent le temps du voyage. C'est l'histoire de ce commerçant de Fès, donc. Tout à fait. C'est un commerçant de Fès donc, qui part en voyage. Il épouse une Africaine, une Peul, et donc il doit l'épouser pour pouvoir consommer l'acte, car dans la tradition islamique, le mot épouser et copuler, c'est le même mot. Ça se dit nikah en arabe, et je le dis en arabe parce que ça a donné notre argot niquer ou faire la nique. Donc il se marie avec elle, il en tombe amoureux. Au lieu donc de divorcer à la fin de son voyage, il en tombe amoureux, il la garde, il la ramène dans son pays où elle devient la co-épouse d'une première épouse blanche. Donc il a deux enfants, un qui est blanc et un autre qui est noir. Il essaye de les élever dans la grande fratrie avec les deux épouses qui se crêpent le chignon en permanence. Et quand ils grandissent, voilà que l'enfant noir a des problèmes dans son entourage, il est mal accepté, tandis que son frère blanc, lui, connaît une ascension sociale tout à fait louable et qui rend fier son père. Donc ça pose le problème de cette facilité sexuelle qui, malgré son puritanisme et par ces temps de salafisation des esprits, l'islam autorise. Et ça pose aussi la question des rapports interraciaux dans les pays arabes et au Maghreb, car les pays arabes, même si nous les percevons d'ici comme quelque chose de tout à fait homogène et comme un bloc, comme ça, un magma indistinct, en fait, il y a plusieurs ethnies, plusieurs langues, et il y a des Noirs et des Arabes. Évidemment considérable. Il y a toujours chez Tahar Benjelloun l'aspect conte, c'est-à-dire qu'il raconte toujours une histoire, et c'est une sorte de, comment peut-on dire, oui, de conte avec diverses entrées qui permettent de traiter tous les problèmes. Je rappelle que c'est son 18e roman que vient de présenter donc Slimane, qu'il est né à Fès, donc la ville de ce commerçant, en 1944 et qu'il a eu le prix Goncourt pour La Nuit Sacrée en 1987.
Comme un vol d'oiseaux qui sortent du nid, se dispersent et puis reviennent. La métaphore du dernier roman de Philippe Djian. Myriam, adolescente introvertie, déploie sa personnalité au gré de rencontres hors normes, de quoi faire sauter les convenances, frôler parfois l'indécence, et puis revenir au centre. Ce qu'il aime, lui, c'est que ses phrases aient de la fesse, ronde, colorée, comme ses intrigues. Tu courais après cette étudiante? Adapté de son roman Incidence, l'amour est un crime parfait. Un certain regard, toujours le sien, ce qu'il appelle son véritable talent. Il vit avec sa petite famille à Biarritz, pratiquement à l'année, il regarde la mer, et il écrit, je peux vous dire, parce que il se trouve que je le connais bien, toute la journée. C'est-à-dire que pour le voir, c'est très compliqué, je n'ai jamais vu. C'est une sorte de damné de l'écriture, comme était Balzac, c'est-à-dire qu'il commence le matin, il nage un peu dans l'après-midi, et toute la journée, les 365 jours de l'année, il écrit. Et moi, je trouve en tout cas que quand il prend la parole, la voix d'une femme, c'est très réussi. On l'a vu avec O. Et là, avec Myriam, bon, en tant que femme, là, moi, je trouve il y a plein de réflexions qu'il fait sur les femmes. Alors, elle pourrait être transgenre, oui et non. C'est-à-dire que tout ce qui est vie sexuelle, et même son rapport avec sa fille, Caroline. Et ce qui est étonnant, enfin, moi, ce qui m'a surprise, moi aussi, je l'ai dévoré, j'ai trouvé ça passionnant. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'elle n'a pas d'émotion, mais en même temps, on en a pour elle. C'est-à-dire que moi, après, je pensais à elle, à Myriam. Je trouve ça réussi quand un roman fait que le personnage presque prend vie. Et c'est-à-dire que j'y pensais à ce qu'elle faisait, où elle allait. Et ce que je trouve extrêmement réussi aussi, c'est ce côté ellipse. Il est très fort pour ça, Djian. Et alors, mais c'est vraiment très réussi. On est totalement embarqué dans cette histoire. Ce zoo aussi, là aussi, il faut y penser. Il y a toujours un univers un peu poisseux, des personnages étonnants. Il y a le personnage de la jeune fille qui veut faire du cinéma et qui a des crises d'acné terribles. Et avec les masques qui viennent de Chine. Mais ça, c'est une idée géniale. Non, vraiment, il y a beaucoup de... Comme ça, où on se laisse totalement embarquer par cette histoire. Et ces anecdotes, il faut y penser, ces masques qui viennent de Chine et qui lui permettent après de devenir un phénomène sur le web. Parce que ça pourrait être totalement... On sait pas quand ça pourrait se passer. Et alors là, d'un coup, il y a cette espèce d'accroche hyper actuelle avec un phénomène sur YouTube. Sinon, on a oublié, ça pourrait être il y a 20 ans, 30 ans, et non, c'est maintenant. Donc vraiment, il est extrêmement réussi. Ce qui est intéressant aussi... C'est une des rares fois sur l'antenne de 300 millions de critiques où tout le monde est absolument d'accord et enthousiaste concernant le sujet qui vous est proposé. Donc, dispersez-vous, ralliez-vous, c'est le titre, mais achetez-le, c'est mon conseil. Et c'est pas de Rimbaud, c'est de Durand, c'est évidemment beaucoup moins bien, mais en tout cas, le voici. Je voulais juste rajouter que moi, ce que je trouve toujours très prenant dans les romans de Djian, c'est que c'est toujours métaphysique. Ces personnages, leur manière de se confronter à la vie, c'est toujours dans l'interrogation permanente, et que par ailleurs, dans sa description des univers, toujours un peu, justement, parfois un peu glauque, délétère, etc., moi j'y vois du Russell Banks, pour le coup. Hein, cette capacité à aller analyser ces personnages qui vivent dans des trailers ou qui ont comme ça des vies un peu abandonnées ou étranges, ou en tous les cas, il y a de la marginalité tout le temps. Alors, même quand les personnages ne sont pas marginaux, ils sont métaphysiquement en situation de marginalité par rapport à l'univers dans lequel ils sont. Et je pense que c'est ça, pour le coup, Guillaume, qui en fait un grand écrivain. Le premier qui va occuper votre fauteuil, celui qui est le vôtre aujourd'hui, eh bien, il va se tuer dans la Seine. Hein. Il s'appelait Pierre Bardin. Ouais. Il est complètement oublié. Il a été élu en 1634 et en 1635, un peu plus d'un an plus tard, il va du côté de Charenton avec son pupille. Ils vont se baigner dans la Seine. Son pupille est en train de se noyer. Il se jette à l'eau pour le secourir. Le pupille s'en sort, mais lui, il n'arrive pas à se sauver, ouais. Donc il meurt. Est-ce qu'on peut présenter ce personnage qui maintenant est à l'Académie française et qui rejoint la cohorte des étrangers, puisqu'il y a eu Marguerite Yourcenar, Dany Laferrière récemment, et beaucoup d'autres. Qui est-il? Alors, il est né au Liban, dans un petit village au contrebas de la plus haute montagne du Liban, le mont Sanine. Il appartient à une famille chrétienne, même si lui n'a jamais mis en avant son extraction chrétienne, c'est un élément qui compte. Et moi, je trouve que, moi qui le connais donc depuis plus de 30 ans, il est tout à fait fidèle à son prénom. Il n'a pas volé son prénom. Amin veut dire celui qui est fiable, digne de confiance et qui est fidèle. Mon cher Serrouti, vous avez
Le clap de fin. Quel bonheur. Merci Guillaume. Mais peut-être que paradoxalement, justement, il poursuit. Moi, j'ai eu l'impression qu'il poursuivait sa quête d'identité qui jalonne toute sa littérature, qui est une sorte aussi d'écuménisme, presque, j'ai envie de dire, au niveau culturel, au niveau religieux, dans tous les ouvrages qu'il a fait. Mais là, d'une certaine manière, j'ai presque l'impression que la quête d'identité, il l'a fait de manière peut-être un tout petit peu plus égoïste. Il l'a faite pour lui, c'est-à-dire qu'il s'est fait une sorte de généalogie à laquelle lui, désormais, appartient aussi. Alors, il a retracé les branches de sa famille, mais on reste aussi dans une quête identitaire, pour lui-même, avec évidemment cette ouverture qui nous concerne tous plus facilement, c'est-à-dire que voilà, on rentre de plein pied dans l'histoire de France à travers les personnages qui sont décrits, les anecdotes. C'est une autre façon de voir cette histoire, je crois qu'on l'a bien compris et c'est absolument intéressant. Mais il y a ce côté-là où lui poursuit une quête d'identité et je trouve qu'il y a un formidable lignage, même notamment, je me faisais la réflexion avec Lévi-Strauss qui l'a précédé, parce que Lévi-Strauss évidemment a travaillé toute sa vie, c'est un secret pour personne, sur les structures de la parenté. Lui, d'une certaine manière, travaille sur l'identité. On sent qu'il y a une recherche aussi culturelle comme ça de filiation. De filiation, exactement, de filiation familiale. Et dans ce sens-là... J'ai une question pour vous quatre pour terminer. Vous êtes prêts? Allons-y. Allons-y, Amine Malouf. Je suis bouillant. Vous êtes bouillant. Je suis curieux. Il faut répondre en un mot. Amine Malouf, oui ou non, est-il un grand écrivain? En un mot. Comment voulez-vous qu'on réponde en un mot? C'est une question fermée. Mais c'est quoi cette espèce d'interrogatoire binaire, voyons? Oui, c'est une question fermée. Quand les questions sont binaires, les réponses doivent être brillantes. Les questions peuvent être absurdes. Est-ce que vous considérez que c'est un grand écrivain? Absolument. Ouais. Absolument. Ouais. Il n'était pas bouillant, le Québécois, là. Intègre. Intègre. C'est un grand conteur. C'est un grand conteur. Un homme, là, il y a plusieurs mots. Michel, coucou. C'est un... Un seul mot, Michel. Alors, je ne vais pas être suisse. Est-il un grand écrivain? Non. Nous allons terminer cette édition du meilleur de 300 millions de critiques avec un Zap Culture récapitulant ce qui a rythmé l'actualité culturelle francophone cette saison. La folie est plus belle que la pâle raison. Cette citation, c'est celle des pionniers du mouvement Dada, des artistes qui, en plein cœur de la Première Guerre mondiale, vont se révolter. Il y a trop de haine, il y a trop de Ils se sont investis, corps et âme, dans l'aventure de ce spectacle. C'est une personne qui est tellement, je ne dirais pas parfaite, mais qui est tellement humain, je dirais, que pour moi, c'était important de refléter ce côté de lui. Nous avons le droit de vivre et de nous épanouir. Laissez-nous parler. Artwatch Africa est un programme pour défendre et promouvoir les droits des artistes. Concert annulé. Le rappeur Black M devait chanter lors des cérémonies à Verdun. L'événement n'aura pas lieu. Décision du maire de la ville officiellement pour risque de trouble à l'ordre public. Une décision qui fait réagir. Qui a fait ça? C'est lui, madame. Oui, c'est moi, madame Koulibaly. Mais vous ne trouverez pas une coupe comme celle-là dans tout Nanterre. Quand même un souci pour les acteurs noirs. Il ne faut pas se voiler la face. Il va falloir tout simplement qu'on se réinvente. Le monde a besoin d'être réenchanté et je pense que pour ce faire, il n'y a que la poésie. Et la poésie, c'est quoi? C'est l'art. La 12e édition du Dakar a finalement ouvert ses portes ce mardi avec un seul mot d'ordre, le réenchantement. L'art est un moyen d'expression, de communication. Et plus la communication est difficile, plus elle est nécessaire. Ai Weiwei se balade en chair et en os dans le centre Paul Klee avec le collectionneur Ouli Sig. La photographe franco-marocaine Leila Alaoui, 33 ans, a succombé à ses blessures hier soir. Dans l'une de ses œuvres, Crossings, elle retrace l'expérience de migrants subsahariens, leur terrible voyage après plusieurs mois de travail auprès d'eux. 25 années de photos de presse suisse qui racontent l'histoire récente de notre pays. Réfugiés et migrants, du Kosovo ou de la Syrie, certains thèmes reviennent inlassablement. L'humoriste Dieudonné n'est pas le bienvenu à Montréal, a écrit le maire de la ville. Gilbert Rozon est divisé sur l'éventuelle venue de Dieudonné. Je suis en désaccord avec ce qu'il dit. Mais si on l'interdit, comment sommes-nous cohérents avec le reste? Comment pouvons-nous permettre des caricatures très offensantes? Il y a un an, Océane avait envoyé son dessin à la rédaction de Charlie pour dire son soutien, sa colère après les attentats.
Il figure aujourd'hui dans l'ouvrage réalisé par les journalistes de Charlie. J'ai écrit « La plume est plus puissante que l'épée ». Mein Kampf a toujours été disponible en Occident et en plusieurs langues. Ces 2 éditions critiques, qui seront publiées à la mi-janvier en Allemagne et au cours de l'année 2016 en France, sèment la discorde. Totalement obsédé. Par les Juifs, je veux dire. Que je pense qu'à ça, que je parle que de ça. Un film, des sketchs et un humour grinçant pour dénoncer les clichés antisémites. Construire ses propres images de ces femmes, voilées ou pas, une nécessité pour l'artiste franco-algérienne. J'ai cherché à montrer qu'il n'y avait pas de réponse univoque ou binaire concernant le voile contemporain. On ne trouve pas des images pour des belles images, on propose une réflexion sur la société et sur l'augmentation des caméras dans notre espace quotidien. Aujourd'hui, en Suisse, plus de 100 000 caméras nous filment 24 heures sur 24. Il faut pas nous gâter la fête, hein. Il faut pas nous prendre la tête, hein. Depuis, je te vois, on dirait que tu n'as pas l'air dans ton assiette, hein. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter un très bel été culturel. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Astrojet, Whisperjet, Clipperjet, Turbo. À propos, je suis pas rendu chez Sophie qui a pris l'avion Saint-Esprit de Duplessis sans m'avertir. Alors je suis